Et pour analyser cette victoire de Barack Obama, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Désine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes juriste et spécialiste des États-Unis. Avant de revenir sur les propos qu'on vient d'entendre sur le discours de la victoire de Barack Obama, tout d'abord, à qui Barack Obama doit-il sa victoire ? Alors, à plusieurs choses, mais la première raison est en fait mathématique. Elle est démographique. Les républicains n'ont pas su attirer une coalition diverse. Le candidat républicain a gagné les voix essentiellement, presque uniquement des blancs. Des blancs du Tea Party, de la droite religieuse, et n'a pas su attirer les minorités, que ce soit les femmes, qui ont été extrêmement refroidies par les propos sur la contraception, l'avortement, à la fois de Mitt Romney pendant les primaires, mais aussi de sénateurs qui ont littéralement dérapé, et des hispaniques, en raison de son opposition à l'immigration, au DREAM Act, etc. Alors que, de l'autre côté, Obama a su attirer ces minorités qui représentent dorénavant 30% de la population américaine. Donc il est clair que le Parti républicain doit réfléchir à son avenir. Donc première raison, une raison mathématique. La deuxième raison, c'est une raison de savoir attirer l'adhésion du peuple américain. Bon, Romney, déjà, n'était pas le candidat idéal pour les républicains. Il a été un peu le candidat par défaut. Et Obama a eu l'intelligence, alors qu'il n'a pas très bien su vendre ce qu'il a accompli pendant son premier mandat, il a eu l'intelligence de bien poser l'élection en termes de l'opposition de deux modèles. Romney, c'est le grand capitalisme, ce sont les très riches, il ne sait pas ce que c'est que l'Amérique moyenne. Donc c'est sa stratégie de campagne qui aurait été plus positive, on va dire, que celle de Mitt Romney. Et ça lui a permis de convaincre toutes les populations qui avaient voté pour lui en 2008 et qui étaient déçues. Les Africains-Américains, les Hispaniques, les femmes, parce que finalement, il a fait beaucoup pour le pays, mais pas spécifiquement pour ces catégories, grâce à son organisation de campagne, et ça c'est le troisième facteur essentiel, sur le terrain extrêmement efficace. Il a pu, grâce à ses partisans, amener ces catégories qui étaient un peu déçues, qui n'étaient pas sûres qu'elles allaient se déranger, à aller voter. Néanmoins, si on regarde les chiffres du vote populaire, on voit quand même que les deux candidats étaient au coude à coude. C'est extrêmement serré. 49,4% des voix, 49,1% pour Mitt Romney. Je crois que c'est un différent de 700 000 voix seulement. Un petit peu plus. Un peu plus. Ça sera sans doute 2 millions. On attend encore la Floride. Voilà, mais exactement, c'est vrai. Mais on a quand même évité le problème qui aurait été la victoire des grands électeurs et pas une victoire du vote populaire. Donc au moins, il n'a peut-être pas un mandat considérable, mais il est l'élu du peuple américain et des grands électeurs. Alors, on vient de l'entendre dans le discours, Barack Obama se veut fédérateur. Le mot est important, mais finalement, pourrait-il en être autrement, puisqu'il va à nouveau devoir travailler avec un congrès à majorité républicaine. Donc finalement, il dit ça, c'est très bien, mais a-t-il le choix ? Oui, de toute façon, tous les présidents élus disent cela. Et cette année, parce que la campagne a été tellement dure, avec toutes ces publicités négatives extrêmement critiques, il était essentiel qu'il parle d'unité, qu'il explique qu'il n'y a pas les Noirs, les Blancs, les riches, les pauvres, etc., que c'est le pays, les États-Unis d'Amérique. Là, c'est plus que de l'unité, parce qu'il est carrément allé chercher Mitt Romney en disant « je veux travailler avec les leaders des deux grands partis ». Alors, il a repris effectivement son thème qui était qu'il voulait tendre la main vers l'autre parti, alors que depuis 2 ans, les républicains sont ancrés dans une opposition absolue. Pourquoi ? Parce qu'il va bien falloir qu'ils se parlent, parce qu'il y a un couperet qui va tomber, ce qu'on appelle très mal fiscal, mais qui en fait qui est budgétaire. Voilà, le précipice budgétaire, le 31 décembre. Si les républicains et les démocrates ne se mettent pas d'accord, cette espèce de couperet automatique qui a été mis en place par défaut il y a 1 an, parce qu'il n'y a pas eu de vrai accord sur la réduction de la dette, va tomber. Ça veut dire 2 choses. Une qui est bien pour les démocrates, c'est-à-dire que les impôts, les baisses d'impôts qui avaient été votées par Bush et prolongées par Obama vont cesser. Donc automatiquement, les impôts vont réaugmenter, à la fois pour les plus riches, ce qui est sans doute une bonne chose, mais pour tout le monde. Et deuxième partie de ce couperet budgétaire automatique, les dépenses. Alors des dépenses across the board, ça veut dire partout, sans calculer est-ce que c'est bien. Le budget de la défense, moins 10%. Donc on parle de 50 milliards d'euros. Et surtout, tous ces entitlements, ces programmes sociaux, moins 10%, moins 2%, etc. Sauf que cette hausse d'impôts, c'est une promesse de campagne des Républicains. Ils n'en veulent pas. C'est un petit peu leur promesse électorale. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que les Républicains ne vont pas s'allier avec Barack Obama pour lui faire plaisir ? Ce serait trop beau. Donc quelle solution ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. La gauche du Parti démocrate est en train de pousser Obama en disant « mais ça ne fait rien, s'ils ne veulent pas d'accord, tant pis, on laisse le précipice budgétaire et donc pendant 3 mois, 5 mois, tant pis, on sabre dans les dépenses ». Alors, c'est apparemment une bonne solution parce que ça évite à Obama de céder,
Mais c'est très mauvais pour l'économie. Ça va créer une récession. On calcule déjà le nombre de chômeurs supplémentaires par mois, etc. Deuxième solution, c'est de laisser se débattre les deux chambres. Parce que finalement, il faut qu'une loi soit votée. Donc on aurait la Chambre qui voterait un projet idéal pour les Républicains, c'est-à-dire sans hausse d'impôts, et avec beaucoup de coupes dans les programmes sociaux, et le Sénat qui restait entre les mains des démocrates, qui ferait le contraire. Et ensuite, ils devraient se parler. Sauf que dans le système américain, le système législatif, le président n'a pas la main. Donc, s'il se parle indéfiniment sans parvenir à un compromis, ce fameux précipice budgétaire continue. D'accord. Est-ce que le fait que Barack Obama ne puisse pas briguer un troisième mandat, ça lui laisse finalement les mains un petit peu plus libres que 2008-2012 ? Ah, tout à fait. Là, il sait qu'il ne peut pas briguer le mandat, donc il est totalement libre. Simplement, il est totalement libre pendant moins de 2 ans. Parce que dès que les midterms, les élections de mi-mandat vont avoir lieu, en 2014, il devient ce qu'on appelle un lame duck president. Il est sur la fin et il ne peut pas se lancer dans un grand projet. Donc, on peut penser que peut-être il va bénéficier de cette force de frappe et puis il va peut-être en profiter pour essayer de réformer le système politique qui en a bien besoin, peut-être le financement des élections, 6 milliards de dollars quand même qui ont été dépensés, même s'il faut admettre que ça n'a pas essentiellement changé. Ça a créé une sorte de cynisme. Oui, puis en temps de crise, de toute façon, c'est jamais bon de dire qu'il y a eu 6 milliards de dépensés. C'est quand même le budget d'un petit État, donc c'est un petit peu honteux. Donc peut-être réformer le système politique et puis peut-être remettre sur le devant de la scène, et en cela il est aidé par l'ouragan Sandy, le réchauffement climatique et la nécessité pour les États-Unis, qui est l'un des premiers pollueurs avec la Chine, de faire quelque chose. Plein de choses à dire, malheureusement on est pris par le temps. Merci beaucoup Anne Désine en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Voilà, c'est la fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver le dossier pédagogique pour enseigner et apprendre le français avec des fiches pour la classe et des exercices également sur www.tv5monde.com. Merci à toute l'équipe qui a présenté et qui a préparé cette émission. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.